Le coronavirus. Goedemorgen, bonjour. Woensdag 14 oktober, ook vandaag gaan jullie informeren en duiden wat de huidige situatie is van de COVID-pandemie in ons land. En daarvoor geef ik het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen met een nieuwe update van de cijfers. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven onrustwekkend stijgen. De afgelopen 7 dagen werden er gemiddeld 5057 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dit is opnieuw een iets sterkere toename met 93% in vergelijking met de week ervoor. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de 7 dagen. Op vrijdag 9 oktober werden er 7030 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal nieuw vastgestelde gevallen op 1 dag tijd tot dusver. In Europa worden momenteel enkel in Tsjechië meer besmettingen vastgesteld per 100.000 inwoners dan in België. De toenames blijven zich voordoen bij alle leeftijdsgroepen. Ongeveer een kwart van alle nieuwe besmettingen doen zich voor bij de 20ers. Maar we zien nu ook dat het aantal besmettingen bij 30-plussers sterk versnelt. Bij de 30 tot 80-jarigen zien we ruim een verdubbeling van de besmettingen. We zien de grootste toenames nog steeds in het zuiden van het land, met Waals-Brabant op kop. Daar verdubbelen de cijfers nu om de 5 dagen. In absolute aantallen is de toename het grootst in de provincies Luik en Henegouwen. Hier werden de afgelopen week gemiddeld 833 en 753 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Het hoogste aantal nieuwe gevallen stellen we nog steeds vast in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier werden de afgelopen week gemiddeld 881 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 52%. Dat is nog steeds een aanzienlijke toename, maar wel minder snel dan in de rest van het land. Het is nog te vroeg om dit te kunnen wijten aan de verstrengde maatregelen. Waarschijnlijk heeft dit eerder te maken met de limieten van de testcapaciteit. Momenteel is bijna 1 op 5 van de testen in Brussel positief. Dat is bijzonder hoog. In Vlaanderen ligt momenteel het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lager, maar de besmettingen verdubbelen wel minstens op weekbasis. Als deze evolutie zich verder zet, ook in Vlaanderen, kan de situatie even precair worden als in het zuiden van het land. Ook de ziekenhuiscijfers blijven sterk toenemen. We zien een voortdurende versnelling in het aantal opnames. Een week geleden hebben we de symbolische grens van 100 opnames per dag overschreden. Vandaag moeten we melden dat we de grens van de 200 nieuwe opnames per dag overschreden hebben. Dit toont ons nogmaals de kracht van de exponentiële groei. Met telkens een trage aanloop, maar uiteindelijk een explosieve toename. Het virus is een valse trage. De voorbije 7 dagen waren er gemiddeld 152 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is een toename van 81% in vergelijking met de week ervoor. De ziekenhuisopnames verdubbelen om de 8 dagen. Ruim de helft van alle nieuwe ziekenhuisopnames vindt plaats in Brussel, Luik en Henegouwen. Maar we zien toenames in alle provincies. Momenteel liggen er 1621 patiënten in het ziekenhuis met COVID.
waarvan 281 op intensieve zorgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt om de 12 dagen. Aan dit tempo kan rond half november het maximumaantal van 2000 bedden op intensieve zorgen bezet zijn. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat we dit scenario gaan afwenden. Ook de overlijdens blijven toenemen. De voorbije week werden er gemiddeld 18 overlijdens per dag gemeld. Dat is 56% meer dan de week ervoor. Afgelopen zaterdag en zondag werden er respectievelijk 24 en 27 overlijdens gemeld. Een belangrijk deel van deze overleden personen zijn rusthuisbewoners. We zien de laatste tijd, inderdaad jammer genoeg, nog steeds een toename van de besmettingen en uitbraken in woonzorgcentra, wat een zorgwekkende evolutie is. De tweede golf neemt duidelijk toe in kracht. Dit overkomt een groot deel van Europa en komt ook niet onverwacht. Vele virologen hielden er rekening mee dat dit kon gebeuren, in het bijzonder in het najaar. We moeten dit ernstig nemen, maar het hoeft geen paniek te veroorzaken. Met z'n allen gaan we deze golf beheersen. We kennen het virus beter en we weten wat we moeten doen. Strengere maatregelen kunnen ons helpen om de curve om te buigen. Maar ik wil er vooral nogmaals op drukken dat het meest krachtige wapen in onze eigen handen ligt. Respecteer ten alle tijde de gouden basisregels. Vele besmettingen vinden nog steeds plaats in de privésfeer. En alleen met het respect voor de basisregels kunnen we elkaar daar beschermen. Hou consistent afstand tot de mensen buiten uw huishouden. Draag een masker als dat niet mogelijk is en beperk de mensen met wie u dicht contact heeft tot het absolute minimum. Vervolgens zouden we ook nog een bijkomend onderwerp willen brengen rond de evolutie van de overlijdens. Een vergelijking tussen de eerste golf en de periode sinds deze zomer. De eerste golf begonnen in maart tot en met 21 juni en de tweede periode vanaf 22 juni tot 13 oktober. Algemeen kunnen we stellen dat het aantal overlijdens sinds deze zomer slechts een fractie is van die van de eerste golf. De huidige trend is echter wel opnieuw stijgende. 94% van de COVID-gerelateerde overlijdens vond plaats tijdens de eerste golf, tegenover 6% nadien. Of 9.585 sterfgevallen in de eerste golf versus 659 sinds deze zomer. De gemiddelde leeftijd van de overleden personen is wat gezakt, maar het betreft nog altijd vooral mensen van boven de 80 jaar. De helft van de overleden personen was 86 jaar of ouder tijdens de eerste golf. En sinds deze zomer is dat lichtjes gedaald tot 83 jaar. Een minderheid van de overlijdens vindt plaats bij jongere mensen, beneden de 65 jaar. Het gaat om 6% van de sterfgevallen in het voorjaar. En dat is wat gestegen tot 10% van de sterfgevallen sinds deze zomer. In absolute aantallen gaat het om respectievelijk 533 overlijdens in de eerste golf bij mensen beneden de 65 jaar en 63 overlijdens sinds deze zomer. Tijdens de eerste golf waren 63%, bijna 2/3 van de overledenen, bewoners van een woonzorgcentrum. Dat is sinds deze zomer gedaald tot 45%. In de eerste golf vond ongeveer de helft van de overlijdens plaats in het ziekenhuis, 49%, en 50% in het rusthuis. Sinds deze zomer is dat veranderd. Het merendeel van de overlijdens vindt plaats in het ziekenhuis, 78%, en slechts 22% in het rusthuis.
In die eerste golf werden 73% van de COVID-overlijdens bevestigd met behulp van een labotest of een CT-scan. Sinds deze zomer is het percentage bevestigde gevallen, bevestigde overlijdens verhoogd tot 88%. Ofwel via een labotest ofwel met een CT-scan. Het aandeel mannen-vrouwen in de overlijdens is vergelijkbaar. Tijdens de eerste golf waren dat iets meer vrouwen, 53%. En sinds deze zomer zijn de mannen lichtjes in de meerderheid met 52%. Ten slotte nog een vergelijking met de trends in onze buurlanden. Net zoals in België stijgt het aantal overlijdens ook in onze buurlanden. Het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje. De sterftecijfers stijgen momenteel het meest in Spanje. In Duitsland en Italië lijkt het voorlopig nog iets minder toe te nemen. Dank u wel voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par les chiffres du jour, dans lequel vous allez voir le nombre d'infections, que le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter de manière alarmante. Au cours des 7 derniers jours, comme on le voit sur le graphique, 5057 nouveaux cas en moyenne ont été diagnostiqués tous les jours. Ceci correspond à une augmentation majeure de 93% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, le nombre d'infections, de nouvelles infections, double toutes les semaines, donc tous les 7 jours. Vendredi passé, le vendredi 9 octobre, nous avons dépassé le cap des 7000 nouveaux cas, en l'occurrence 7030 nouveaux cas. C'est le chiffre le plus important que nous ayons atteint jusqu'à présent. Et ceci nous place en deuxième position au niveau européen, après la République tchèque, qui est la seule à compter le plus d'infections que la Belgique actuellement. Ces infections continuent à se produire dans toutes les tranches d'âge, mais clairement, un quart d'entre elles se trouvent chez les gens qui sont dans la vingtaine. Toutes les tranches d'âge, parce que nous voyons de plus en plus un shift, un passage de cette augmentation vers les gens de plus de 30 ans, entre 30 et 80 ans. On l'a déjà souligné lors de la dernière conférence de presse. Actuellement, nous avons un doublement des infections dans la tranche entre 30 et 80 ans. La répartition au niveau du pays vous montre un pays qui est dans des nuances de rouge et de rouge foncé, entre autres. Vous voyez que les plus fortes hausses sont présentes dans le sud du pays, avec le Brabant wallon en tête. Là, les chiffres doublent actuellement tous les 5 jours. Je vous rappelle que le doublement maximal prévu pour ce type de virus est tous les 3 jours. En chiffres absolus liés à la population aussi, l'augmentation est la plus forte au niveau de la province de Liège et du Hainaut, où 833 et 753 nouveaux cas ont été diagnostiqués par jour en moyenne. Cependant, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, le nombre de nouveaux cas le plus important a été diagnostiqué sur la région de Bruxelles-Capitale avec 881 nouveaux cas par jour. C'est une augmentation de 52%. Ça reste évidemment considérable sur une entité où beaucoup de personnes habitent. Mais il faut souligner que l'augmentation à Bruxelles est actuellement moins rapide que dans le reste du pays. Il faut prendre cette précaution oratoire, c'est moins rapide, ça ne veut pas dire plus lent. Cela peut éventuellement être le fait des mesures plus strictes, mais c'est encore un petit peu tôt par rapport à cela. Cela peut aussi être le cas du fait d'une certaine saturation du nombre de prélèvements par la saturation des centres de testing. Il faut souligner que par rapport au total du pays, Bruxelles correspond actuellement à 20%, donc un test sur 5, qu'un test sur 5, 20% des tests pratiqués à Bruxelles est positif. Nous n'avions jamais atteint ce taux jusqu'à présent. En Flandre, c'est vrai, et on le voit sur la carte, le nombre d'infections est actuellement plus faible que dans la partie wallonne du pays, mais comme vous le voyez aussi avec les chiffres, ce nombre augmente fortement. Il double sur une base hebdomadaire. Et si l'évolution se continue, on aura bientôt en Flandre
le même nombre d'augmentations et un impact aussi important que dans la partie sud du pays. Si on passe aux hospitalisations, et vous l'avez entendu dans les médias ces derniers jours, les cas dans les hôpitaux augmentent fortement. C'est une accélération constante et maintenue. Il y a une semaine, nous franchissions un cap symbolique de 100 hospitalisations par jour. À certains moments, maintenant, nous franchissons le cap de 200 admissions par jour. Cela montre la puissance de cette croissance exponentielle dont vous avez déjà parlé, qui commence lentement, qui monte petit à petit et qui finit par une augmentation explosive. Le virus est un faux lent qui peut parfois en tromper certains. Au cours des 7 derniers jours, on a en moyenne 152 nouvelles admissions par jour à l'hôpital, soit 81% d'augmentation. Ceci correspond à un doublement tous les 8 jours, très proche du doublement dont on a parlé par rapport au nombre de nouveaux cas. Plus de la moitié de ces hospitalisations ont lieu à Bruxelles, à Liège, province de Liège et dans la province du Hainaut. Mais toutes les provinces augmentent clairement. Actuellement, dans les hôpitaux, il y a 1621 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont 281 en soins intensifs. Je pense qu'il est important de notifier qu'actuellement, le nombre de patients en réanimation double tous les 12 jours. Nous avions parlé d'une potentialité de dépasser 1000 patients en soins intensifs au mois de novembre. Cette potentialité reste toujours présente. On peut y adjoindre un chiffre plus symbolique, c'est d'atteindre la capacité maximale de 2000 lits dans les soins intensifs à la mi-novembre, si ce genre d'augmentation continue actuellement. Il faut donc absolument éviter ce scénario. Les décès que nous avons à déplorer augmentent eux aussi. 56% d'augmentation par rapport à la semaine passée, soit actuellement 18 décès en moyenne par jour, en soulignant que nous avons eu 24 et 27 décès sur les 2 jours, samedi et dimanche, du précédent week-end. Ces décès sont essentiellement liés à des patients résidant dans les maisons de repos, mais qui décèdent le plus souvent actuellement à l'hôpital. Nous avions aussi souligné récemment le fait que nous étions inquiets par l'entrée à nouveau du virus dans les maisons de repos, plus dans certaines parties du pays. Alors, je pense que cette fois-ci, effectivement, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Vous savez que j'ai été réticent à l'employer et donc je l'emploierai pour la première fois. Elle a lieu dans une grande partie de l'Europe, elle n'a pas lieu que chez nous. Elle était crainte pour l'automne, pour les 36 raisons qu'on peut suggérer, retour de la population à son activité, climat plus frais par de nombreux virologues et infectiologues. On doit le prendre au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans la même situation que celle que nous avons vécue au mois de mars et au mois d'avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu'il faut faire pour le contrôler, mais il faut le faire. Des mesures plus strictes, certaines ont déjà été prises, peuvent nous aider à modifier la courbe. Mais l'arme la plus puissante, vous le savez tous, c'est de faire ce que ces mesures vous demandent de faire. Édicter des mesures n'est pas suffisant. Il faut les appliquer. Il faut appliquer ces fameuses règles d'or dont on vous parle depuis des mois. On sait que beaucoup d'infections ont lieu dans la sphère privée, ont lieu dans des rencontres, dans la famille ou dans un groupe d'amis. Et c'est elles qu'il faut briser à tout prix. Garder ses distances, se laver les mains, porter le masque si nécessaire, faire attention à réserver nos contacts étroits à un nombre minimal de personnes et surtout de préserver les personnes les plus fragiles en tenant compte qu'il faut être présent pour elles, qu'il faut leur témoigner notre affection, mais que notre affection va passer par une limitation des contacts étroits au strict minimum. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans le thème que nous voudrions aborder aujourd'hui avec vous, c'est le thème des décès. Et c'est le thème des décès en comparant 2 périodes. La première période,
la première vague de mars jusqu'à fin juin, pratiquement jusqu'au 21 juin, et la période du 22 juin jusqu'au 13 octobre. Globalement parlant, on peut dire que les décès sont concentrés sur la première vague. Et vous en doutiez tous, cette première vague contient 94% du total des décès. Nous avons 6% des décès qui est lié à la période depuis la fin du mois de juin. Clairement, ce nombre est en train d'augmenter progressivement au vu de l'évolution du problème. L'âge moyen a quelque peu baissé, mais c'est vrai que le décès concerne toujours essentiellement des personnes de plus de 80 ans. La moitié des personnes décédées étaient âgées de 86 ans lors de la première vague. Actuellement, il s'agit de l'âge de 83 ans, donc un peu plus jeune. Une minorité des décès survient chez des personnes moins âgées. 6% des décès avaient lieu chez les moins de 65 ans lors de la première vague. Actuellement, il s'agit de 10% des décès. À partir de fin juin, la proportion des personnes de plus de 85 ans a continué à baisser et est passée de 54% à 45%. Lors de la première vague, on a tous été frappés par le fait qu'une majorité des personnes, en l'occurrence près de 2 tiers, 63%, résidaient dans les maisons de repos. Depuis cet été, ce pourcentage est tombé à 45%. Le lieu de survenue du décès a aussi changé puisque lors de la première vague, la moitié des décès, 49% des décès, sont survenus à l'hôpital. À partir de cet été, pratiquement 80%, donc 78% en l'occurrence, surviennent à l'hôpital. La manière dont ces décès ont été étiquetés Covid a aussi changé au cours du temps, lié à la disponibilité des tests, bien sûr, entre autres. Lors de la première période, on avait 69% des décès qui étaient confirmés par le frottis, la technique de PCR. On est passé maintenant à 79%. Le scanner thoracique était employé dans 4% pour confirmer le décès. Il est maintenant dans 9%. Donc globalement parlant, on peut dire que 88% des décès sont maintenant confirmés par une technique extrêmement fiable pour prouver qu'il s'agit bien du Covid. Le sexe, le genre des personnes qui sont décédées a légèrement changé, mais de manière peu importante, puisqu'il y avait 47% des décès qui étaient des hommes lors de la première vague, et actuellement il y a 52%, alors que bien sûr c'est l'inverse pour les femmes. Quelle est la tendance dans les pays qui nous entourent ? On l'a dit, tous les pays qui nous entourent ont une augmentation du nombre de cas, une augmentation des hospitalisations et malheureusement donc une augmentation du nombre de décès. C'est marqué actuellement, entre autres, au niveau du Royaume-Uni, du Portugal et tout particulièrement de l'Espagne, comme vous le voyez sur la courbe en rouge pointillé, qui augmente sur la partie droite du graphique. Peu d'augmentation encore dans certains pays, mais ça reste encore à préciser pour la suite. Merci pour votre attention. Goedemorgen. We kunnen de transitie van het virus enkel afremmen als we de maatregelen beschouwen als complementaire elementen, bouwstenen. Waarbij de 6 gouden regels de stevige fundamenten zijn. Maar er is ook nog andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld contactonderzoek en de maatregelen die bijvoorbeeld vervat zitten in de verschillende protocollen. Een maatregel is enkel effectief als het wordt toegepast in combinatie met de andere geldende maatregelen. Het feit bijvoorbeeld dat je een masker draagt, wil dus niet zeggen dat je geen afstand moet houden. Door de maatregelen complementair toe te passen, zullen we in staat zijn om de dijken tegen het virus te verhogen. Een recent complementair instrument is de Corona Alert App, die kan gedownload worden door iedereen met een smartphone. Het is echter niet omdat je de app hebt gedownload dat je de andere maatregelen niet langer moet respecteren, zoals bijvoorbeeld het afstand bewaren. Het is een extra voorzorgsmaatregel dat zeer nuttig kan zijn bij het contactonderzoek. Momenteel hebben meer dan 1 miljoen mensen de applicatie gedownload. En dit komt ongeveer overeen met 15% van de smartphonegebruikers. Dat is al een goed begin.
maar dit aantal moet en kan nog fors omhoog. Hoe meer mensen de tool downloaden, hoe efficiënter het zal worden in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus. Veel mensen hebben misschien nutteloze applicaties op hun smartphone, waaronder ik. Maar deze applicatie kan letterlijk van levensbelang zijn. Neem dus uw verantwoordelijkheid en installeer deze tool op uw smartphone. Sommige mensen stellen zich vragen over de privacy en dat is een zeer terechte vraag. We kunnen jullie echter geruststellen. Uiteraard respecteert deze applicatie alle geldende reglementering in zaken privacy. Dit is ook uitvoerig getest en bevestigd door meerdere instanties. Deze tool maakt geen gebruik van geolokalisatie bijvoorbeeld. U wordt dus niet constant gevolgd en de applicatie maakt ook geen gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is echter wel belangrijk dat u de Bluetooth inschakelt als u het huis verlaat. Het inschakelen van uw 4G is niet noodzakelijk. Heeft u nog vragen over de werking en de privacy bijvoorbeeld? Kijk dan op de website van coronaalert.be of de Facebookpagina. En vooral installeer deze bijkomend instrument. Hoe meer mensen deze app installeren, hoe beter. Enkel door samen alle maatregelen te respecteren, zullen we erin slagen om de curves naar beneden te halen. Samen hebben we dit gedaan in maart en april en samen kunnen we dit nu opnieuw doen. Dank u wel. Bonjour. Pour ralentir la propagation du virus, nous avons à notre disposition plusieurs barrières complémentaires. Les 6 règles d'or constituent les barrières principales. Il y a aussi le testing, le suivi de contact, les mesures prises dans le cadre de nos différentes activités. Chacune de ces barrières a ses imperfections, c'est vrai, mais prises ensemble, elles permettent d'agir face au coronavirus. Leur combinaison constitue nos murs de défense face au coronavirus. Corollaire de cette défense par combinaison, c'est qu'il ne s'agit pas de faire son marché dans les mesures proposées. Toutes ont leur importance, toutes jouent un rôle. Et par exemple, le fait que vous portiez un masque ne signifie pas que vous pouvez tout d'un coup vous rapprocher beaucoup plus des personnes autour de vous. L'idée, ça reste de maximiser l'ensemble des mesures. Et c'est cette maximisation qui va amener l'efficacité de notre réaction face au Covid. Une des barrières dont nous disposons dans notre arsenal depuis fin septembre, c'est l'application Coronalert. Elle peut être téléchargée par les utilisateurs de smartphones. C'est une barrière complémentaire. Elle vient ici renforcer le suivi de contact. Le suivi de contact traditionnel, lui, évidemment, continue bel et bien. Il n'y a pas de problème avec cela. Plus d'1 million de citoyens ont déjà téléchargé l'app. Cela représente 15% des utilisateurs de smartphones en Belgique. Donc c'est bien, c'est un bon début, mais ce chiffre doit et peut être encore plus élevé. Plus nous téléchargerons et installeront cette app, plus les mailles de cette barrière vont se resserrer et devenir efficaces dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Comme moi, certains d'entre vous ont peut-être sur leur téléphone toute une série d'apps qui ne sont pas très utiles et que vous n'utilisez sans doute jamais. Cette app, si, elle peut littéralement être d'une importance vitale. Donc si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, que vous disposez d'un smartphone et que vous n'avez pas encore installé l'app, on compte sur vous. Certains ont des questions sur le respect de la vie privée et c'est tout à fait normal. Sachez que cette app, justement, a été construite pour le respecter un maximum. Cette app ne fonctionne pas par géolocalisation, vous n'êtes pas suivi. Cette app n'utilise pas et n'a pas besoin non plus de vos coordonnées personnelles. Elle note juste dans votre téléphone, et donc pas sur une base de données centrale non plus, elle note dans votre téléphone les autres apps que vous allez croiser à proximité et pendant plus de 15 minutes. Cela n'implique pas non plus que vous ayez besoin d'Internet pour l'utiliser, juste que vous activiez le Bluetooth sur votre téléphone, au moins quand vous allez dans des endroits où il y a potentiellement du monde. Si vous aviez des questions concernant le fonctionnement de cette application, sur les garanties de la vie privée, vous pouvez vous rendre sur le site web coronalert.be ou si vous nous suivez maintenant sur Facebook, il y a également la page Facebook Coronalert et on mettra le lien en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ont
L'app, pour ceux qui souhaitent l'installer, je reviens au début de mon intervention. Ce n'est pas parce que vous allez installer cette app qu'il ne faut plus respecter les autres mesures. C'est un moyen supplémentaire qui peut être très utile pour le suivi de contact, mais continuons à maximiser nos moyens de défense. Ce n'est qu'en respectant ensemble toutes les mesures que nous parviendrons à agir sur les courbes. C'est ensemble que nous y parviendrons. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer maintenant aux différentes questions qui ont été posées par les journalistes. Quelle est la situation actuelle dans les maisons de repos? Y a-t-il beaucoup de nouvelles infections? Alors, nous avons abordé ce sujet lors d'une récente conférence de presse et nous vous avons signalé à cette occasion que jusqu'il y a 3 semaines, tout était calme et que depuis 3 semaines, progressivement, d'abord à Bruxelles, puis en Wallonie et un peu plus tard en Flandre, le nombre d'infections avait augmenté, spécialement par le fait que certaines maisons de repos étaient touchées et en soulignant en tout cas que jusqu'il y a une dizaine de jours, une majorité d'entre elles, 95% en Flandre, 90% en Wallonie, 75 à 80% à Bruxelles, n'avaient pas de cas de Covid. Ceci sont des données qui datent un petit peu, effectivement, et donc dans ce contexte-là, un rapport complet sur la situation des maisons de repos sera disponible ce vendredi et sera à ce moment-là discuté. Hoe is de situatie in de woonzorgcentra op dit moment? Zijn daar veel besmettingen? Wel, we hebben verleden week reeds gemeld dat het aantal besmettingen en uitbraken in woonzorgcentra toeneemt. Dat is begonnen in Brussel, gevolgd door Wallonië. Er was een begin van een toename in Vlaanderen. Er gaan nieuwe cijfers gepubliceerd worden deze week. Voorlopig lijkt het alsof in Brussel en Wallonië de cijfers wat stabiliseren, maar in Vlaanderen zet de stijging zich wel door. Maar meer complete data zullen beschikbaar zijn tegen eind deze week. Hoe kan worden verklaard dat België geen gegevens heeft of deelt over de plaats van besmetting, terwijl andere landen zoals Duitsland en Nederland wel de infectiebronnen delen? Wel, het is niet zo dat er geen gegevens zijn. Er zijn wel degelijk gegevens, maar die zijn niet altijd compleet. En het is niet altijd makkelijk om dit te centraliseren. Contacttracing is een regionale bevoegdheid. Het is ook zo dat in het verleden bij de contacttracing callcenter de focus heel hard lag op het traceren van alle contacten en minder op het opsporen van de bron van de infectie. Daar is vooruitgang in geboekt ondertussen, maar het blijft een moeilijk gegeven. Er zijn een aantal hinderpalen, waaronder de privacywetgeving. Er zijn juridische oplossingen nodig om betere toegang te krijgen tot dit soort van gegevens. Langs de andere kant is het ook zo dat de gezondheidsinspecteurs van de gemeenschappen ook onderzoek doen naar uitbraken, naar grotere clusters. Dat kan in een school zijn, dat kan in een gemeente zijn of op een bedrijf. En dan wordt er wel degelijk ook opgespoord waar de bron precies ligt. Dus die gegevens zijn ook wel beschikbaar, maar dat gaat natuurlijk maar om een fractie van de besmettingen en niet om de grote bulk van besmettingen die individueel worden gecontacteerd vanuit het callcenter. Comment expliquer que la Belgique ne dispose ou ne partage pas de données sur les lieux de contamination, alors que d'autres pays, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, partagent les sources d'infection? Alors, la question n'est pas tellement l'absence de données, mais c'est la disponibilité dans certains cas. Il faut savoir que toutes les données ne sont pas actuellement centralisées, que le contact tracing est fait sur des bases régionales et que le focus du contact tracing en Belgique a été essentiellement d'avoir les personnes plutôt que la source elle-même. Bien sûr, dans des situations particulières dans lesquelles il y a un cluster, cette source est recherchée et ça fait entre autres l'objet du travail des médecins inspecteurs d'hygiène. Une question se pose aussi par rapport à la confidentialité et au GDPR, qui effectivement, et
de juste droit au départ limite les possibilités d'obtenir ou de demander certaines informations. Tout ceci demanderait donc probablement une construction juridique permettant d'intégrer ces différentes informations et permettant à ce moment-là aux épidémiologistes de travailler sur ces données. Nous vous remercions pour votre attention. C'était les 2 questions qui avaient été posées par la presse aujourd'hui. Vous vous en rendez compte, la situation actuelle n'est vraiment pas du tout la situation dans laquelle on aimerait être tous en ce moment. Les courbes s'envolent. Nous pouvons tous agir face à ce virus. Nous devons tous agir face à ce virus. Et donc, merci pour tout ce que vous faites à votre niveau pour lutter contre cette épidémie. Donc, on se retrouve vendredi à 11h pour la prochaine conférence de presse.